D'accord, docteur, vous êtes, je le rappelle, le secrétaire à l'éducation et à la recherche scientifique. Vous vous intéressez aussi beaucoup à la question de l'agriculture. Aujourd'hui, dites-nous la question du développement agricole dans notre pays. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, le développement agricole avait été déjà pensé depuis la conférence nationale des forces vives de la nation. Et c'est pourquoi, en mai 1991, il y a eu la lettre de déclaration de développement rural. Des options ont été faites dans cette déclaration où l'État a fait le choix de se désengager des activités de production, de transformation et de commercialisation. Et l'objectif visé, c'était de permettre au privé de venir investir massivement, disons, dans le secteur agricole. Alors, mais dans la pratique, eh bien, on est sorti de l'esprit de ce choix, du désengagement de l'État au profit du privé et que l'État s'occupe de la régulation. Eh bien, avec le système qui a été mis en place, où on a privilégié ce qu'on appelle les interprofessions, des filières, on s'est retrouvé à une forme de mise en esclavage progressive des producteurs. Parce que le producteur se trouve en face d'un privé puissant économiquement, qui lui impose des règles qui le met en mal. Il est en face d'un privé ou de l'État? Non, puisque les activités de production, de transformation et, disons, de commercialisation ont été transférées au privé, et bien désormais, les intrants, par exemple, c'est le privé qui les fournit aux producteurs. Et dans le système de collaboration entre les privés riches et les producteurs qui sont, disons, en majorité, pas avec grands moyens économiques, eh bien, ils se trouvent écrasés par le privé qui joue sur ses moyens pour écraser le producteur. Je vous explique de façon terre à terre comment ça se passe. Le privé, il livre les intrants au producteur. Et le producteur, après avoir produit, il vend sa production au privé. Et de cette vente, il paie donc la dette des intrants et garde le bénéfice. Mais dans la pratique, on se rend compte que les prix qui sont fixés pour les intrants sont souvent au maximum. Pendant ce temps, le prix fixé pour les produits est au minima. Et du coup, la production du producteur ne suffit même pas pour payer sa dette d'intrants. C'est de manière générale ou bien vous parlez de quelle filière là? Non, ça se généralise. Parce que je prends la filière coton aujourd'hui par exemple. C'est la filière expérimentale. Et comme le privé a trouvé que c'était vraiment succulent, rentable, c'est rentable pour lui, eh bien aujourd'hui il veut généraliser ça à toutes les filières. Depuis 3 ans, c'est le soja et le cajou qui sont en train d'être embarqués dans ce système. Je vois, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Dans la production du coton, le Bénin est souvent premier dans la sous-région. Le Bénin est premier au profit de qui? Du privé qui... Des paysans? Non, vous avez vu un producteur riche? Le producteur, ce n'est même pas qu'il est pauvre, il est surendetté. Parce que les dettes s'accumulent d'année en année. Aujourd'hui, vous produisez. Votre production n'a pas suffi pour payer votre dette d'intrant. L'année qui suit, vous accumulez, vous êtes perdant. La dette de l'année s'ajoute à la dette de l'année des années antérieures. Et la dette ne fait que croître. Pendant ce temps, le privé, à qui on a donné le monopole de la livraison des intrants, lui, ses bénéfices ne fait que... Il se fait du beurre. Il se fait du beurre. Au détriment, donc, du producteur. Et comme ça a engraissé, disons, le privé avec le coton, aujourd'hui, on est en train d'être généralisé.
à coup de, c'est pas, de tout ce qu'on sait. Hein? Les paysans perdent la vie, etc., etc. Et si, certainement, si le système n'est pas freiné, si le système n'est pas arrêté, c'est sûr qu'après le soja et le cajou, dès que ça va être rattaché au coton, ça va peut-être... Si le système n'est pas freiné, comment pensez-vous freiner cela? Et oui, c'est justement pourquoi, c'est pour cela que nous sommes là. Je vais revenir aux solutions tout à l'heure. Je veux d'abord expliquer la profondeur du mal. Nous vous écoutons. Avant de venir aux solutions. Donc, après le soja et le cajou, certainement, ça va être le tour du maïs, de l'iam, du manioc, etc. Du riz. Et donc, ça va être l'agriculture entière qui sera prise en otage. Et dans ce mal aujourd'hui, la question d'accès à la terre, elle ne fait que s'aggraver. Si le producteur n'a pas la terre, il va produire comment? La question d'accès aux intrants, qui est le principal facteur d'endettement des producteurs, ne fait que se compliquer de jour en jour. Vous voyez, le privé, c'est le seul qui sait à combien il a acquis les intrants. Il dit, si je dois vendre au prix de revient des intrants, je suis convaincu, c'est lui-même qui parle, je suis convaincu que le producteur ne peut pas supporter. Alors, l'État n'a qu'à accorder une subvention. Sinon, je vends ça à ce prix, mais je suis sûr qu'aucun producteur ne s'en sortira. C'est plusieurs dizaines de milliards qu'on met à la disposition du privé pour dire, bon, mets le prix des intrants à un niveau accessible pour les producteurs. Mais malgré ça, le producteur ne s'en sort pas. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème qu'il faut régler. Ensuite, la question des équipements agricoles. Aujourd'hui, continuer pas pratiquer l'agriculture à la daba, à la houe et à la machette ne nous permet pas d'être compétitifs sur, disons, le marché régional, international, etc. Donc, il faut passer à la mécanisation. Des avancées avaient été observées. Vous avez vu, il y a même des agences de mécanisation. Il y avait beaucoup de facilitations qui ont été créées. Ça continue, non? Mais aujourd'hui, ça continue, mais pas avec l'esprit de facilitation d'accès pour les producteurs. C'est le privé qui se donne tout le pouvoir de s'enrichir au détriment des, disons, des producteurs. Donc, ils ont accès au matériel, aux intrants, à des coûts qui ne leur permettent pas d'être compétitifs, malgré la subvention très élevée que l'État accorde au privé pour permettre aux producteurs. Ce qui avait été observé comme avancé, l'accès aux ressources avait commencé par être facilité. L'accès à la terre, avec les PFR, les plans fonciers ruraux, qui avaient commencé par être réalisés pour permettre aux producteurs d'avoir facilement accès à la terre. Au niveau de l'accès aux intrants, des agences avaient été créées pour faciliter l'accès aux intrants. Et puis, il y avait une sorte d'ouverture. Mais aujourd'hui, tout ça là a été supprimé. Et là où je voudrais qu'on remercie le président Yahi Boni, il n'avait pas pris l'agriculture comme un simple domaine technique. Parce que l'agriculture, c'est technique. Mais à l'aspect technique, il y avait mis de l'amour. Pour montrer la reconnaissance de l'État, disons, au rôle du producteur. Vous voyez, il allait même juste dans les champs. Il allait visiter les producteurs dans leurs champs. Il leur créait des facilités pour montrer, pour rendre l'activité attractive. Donc, à la technique, il y avait mis de l'amour. Oui, le président Yahi a géré côté avec amour. Agricole avec amour. Avec amour. Avec sa manière. Mais aujourd'hui, c'est géré avec violence. Comment ça? Mais, vous voyez ce qui se passe, non? Vous produisez votre produit, vous avez du soja, on vient dire, bon, sortez le soja pour vendre. Vous dites, je ne veux pas vendre parce que le prix n'est pas bon. On dit, bon, on fait venir la police, on fait venir l'armée, on dit, casser le magasin et vider.
Vous résistez, vous savez, vous allez au cimetière. Ça s'appelle de la violence. Et ce qui est chose curieuse, un tel régime traite, disons, l'opposition d'opposition violente. Qui est violent? Entre celui qui fait de telles pratiques et une opposition pacifique qui ne fait que, voilà, jouir de leurs droits constitutionnels, qui est d'exister en tant que parti politique et de participer à l'animation de la vie politique. L'État a mis une organisation autour du fonctionnement de l'agriculture. Il faut respecter cela. C'est-à-dire que l'agriculture doit être repensée de fond en comble aujourd'hui. Justement là-dessus, docteur, que pensez-vous du choix du gouvernement, notamment sur les filières anacarde, coton et sur la GDIZ? Ok, merci beaucoup. D'abord, il faut dire que la planification du développement agricole ne se fait pas sur 5 ans, sur 10 ans. Une politique, c'est sur 20 ans, sur 30 ans. C'est pourquoi l'État doit être une continuité. La gouvernance doit être une continuité. Il y a des choix qui ont été pensés depuis la conférence nationale des forces de la nation, et ces choix ont conduit à l'élaboration d'un certain nombre de documents de développement agricole que les gouvernements qui se sont succédés ont amorcé, ont commencé par mettre en œuvre. Ce gouvernement devrait continuer la mise en œuvre de cette politique en apportant, bien entendu, des améliorations. Et non pas jeter l'existant dans la poubelle et concevoir un autre système dans une violence et dans l'objectif d'appauvrir le peuple. Je vais expliquer. Les filières à promouvoir étaient déjà choisies avant ce régime. Il y avait 10 filières, dont celles que vous venez de citer, coton, anacarde, soja. Le soja ne faisait même pas parler des filières prioritaires. Donc, non seulement les filières prioritaires ont été choisies, l'État a fait l'option de faire le développement territorial en se basant sur les filières phares de chaque territoire. Et c'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle les pôles de développement agricole. Et pour chaque pôle, les filières phares ont été identifiées, qui devraient servir de levier au développement de ces territoires. Et avec ces filières, on devrait mettre l'accent sur les chaînes de valeur ajoutée, pour permettre aux gens donc de non seulement d'avoir le produit en tant que matière première qui a une certaine valeur, mais d'ajouter des valeurs à la valeur première du produit, par la transformation, par un certain nombre de traitements. Alors, tout ça avait été déjà fait. Et la priorité est donnée vers le peuple. Quand je dis le peuple, c'est quoi? 70% de la population vit du secteur agricole. Et le secteur agricole apporte 30% du PIB national. Sa contribution au PIB national est de 30%. Également, les produits les produits d'exportation de notre pays à 99% proviennent de l'agriculture. Donc c'est un secteur important sur le plan économique. Et le bénéfice doit être orienté vers le peuple. Alors, ce choix, qu'est-ce que ça fait? Non seulement on ne respecte plus, disons, les pôles de développement agricole. Vous voyez, Glodjigbe, quels sont les produits phares qui transforment? C'est le coton, c'est le soja, c'est le cajou, et qui ne sont pas des produits phares du pôle où ces usines ont été implantées. À Glodjigbe, on aurait implanté des usines de transformation de palmiers à huile, des usines de traitement du poisson, de tomates, que ça allait être pertinent, parce que ce sont les produits phares du territoire, et ça allait booster le développement territorial. Et quant aux usines qui doivent traiter le coton, le soja et le cajou, ces usines devraient être installées dans le territoire où ces produits constituent les produits phares. C'est-à-dire au nord.
Bon, il y a des pôles, voilà, on ne parle pas en termes de normes, mais il y a des pôles où ces produits sont les produits phares. Donc c'est au niveau de ces pôles de développement agricole qu'on devrait installer ces usines. Ça veut dire on va contre le choix du Bénin quant à son développement agricole. On va contre. C'est-à-dire le choix sur lequel vous me demandez de m'exprimer. C'est un choix. Parce que pour être transformé, les produits font des kilomètres. Ce n'est même pas une question de kilomètres seulement. Vous voyez, et je comprends pourquoi ils le font ainsi. La transformation elle-même doit être orientée vers l'intérieur d'abord, ensuite vers l'extérieur. Mais ici, c'est une transformation orientée totalement vers l'extérieur. Les conséquences, c'est quoi? Quand vous faites la transformation, eh bien, et que c'est tourné d'abord vers le marché intérieur, ça veut dire ça crée de l'emploi. Les gens, les grossistes vont venir prendre ces produits, ils vont transférer aux détaillants qui vont vendre à la population. Et ça renforce la consommation locale, ça diminue l'importation d'aliments parce que aujourd'hui on importe du riz, on importe de l'huile, on importe du lait, on importe, etc., etc. Si nous-mêmes nous produisons de l'huile et que cette huile est d'abord consacrée à la consommation nationale, donc ça veut dire que nous allons réduire l'importation d'huile, ce qui change la balance commerciale de notre pays. Donc les conséquences sont énormes. Et également, ça renforce la souveraineté alimentaire parce que nous allons consommer, la grande partie de ce que nous allons consommer viendra de ce que nous aurions produit et transformé. Mais quand c'est une transformation orientée totalement vers l'extérieur, tous ces avantages sont supprimés. Ça veut dire qu'on crée de la valeur ajoutée pour l'extérieur. Or, la valeur ajoutée qui doit être ajoutée et qui doit être apportée par la transformation doit être orientée plutôt vers la population. C'est ça qui renforce la souveraineté nationale. Ça devrait permettre aux producteurs d'être plus riches qu'avant la transformation. Donc, agit, selon vous, négativement sur les producteurs? Négativement. Et je disais tantôt, ces choix se font pas dans le consensus. Notre constitution a privilégié le consensus. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on prend les décrets, on dit, allez appliquer ça, s'il y a quelqu'un qui résiste, eh bien, brutalisez-le. Récemment, la CIPI, qui est la plateforme de commercialisation de Glodjibé, a sorti un communiqué en disant à toute personne détenant un stock de cajou et de soja, de les faire sortir et de les vendre à la CIPI. Je produis, je peux garder ma production pour un moment où j'estime que le prix est meilleur. C'est comme si je n'ai pas le droit de garder ma propre production pour quelque raison que ce soit. Et ceux qui gardent leur production, on fait quoi? Mais on casse le magasin de force. S'il résiste, on lui tire une balle. La loi le permet, là? Ah, moi, je ne sais pas. Je sais pas. Mais ce que je constate, ce qui se passe sur le terrain, c'est ça que je dis. Je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est pour ça que je disais tantôt, tout doucement, le pays est en train de glisser vers une culture de la violence, ce qui n'est pas une bonne chose. Le Bénin est connu comme un pays de paix. Le Bénin est connu comme un pays de fraternité. Notre devise, on dit fraternité, justice, travail. C'est-à-dire la fraternité prime sur les autres. On dit d'abord fraternité. Donc, c'est un pays de fraternité. Nous sommes des frères. Pourquoi une telle violence? Une violence qui vient de ceux-là qui sont censés préserver la paix dans le pays. Et qui, in fine, traitent les autres de violents. Qui est violent? De qui vient la violence? Dans la pratique. Alors, donc, ce choix-là de violence et de recul, parce que des avancées ont été faites au fil des gouvernements qui se sont succédés, aujourd'hui, c'est un recul, cette façon de faire. Et un recul
qui va au détriment du peuple, mais qui permet au privé de s'engraisser et à volonté. Si vous voulez, je peux donner quelques chiffres. Vous voulez que je donne quelques chiffres? Allez-y, allez-y. Puisque parmi les filières que vous avez citées, le coton est en premier. Quand le producteur sort le coton du champ, il met ça sous la forme vendable sur le marché. Parce que chaque produit a sa forme qui est acceptée sur le marché. Le coton n'est pas accepté sur le marché sous forme de mélange graines-fibres. Il faut séparer le coton, il faut séparer les fibres de la graine. Et c'est sous cette forme que ça va sur le marché. Donc, des usines ont été installées dans la zone de production du coton pour essayer de faire cette séparation, qui est considéré comme un traitement post-récolte. Ce n'est pas d'abord la commercialisation, c'est un traitement post-récolte. Le coût de ce traitement est connu. C'est de 42 000 la tonne. Donc, quand vous traitez, faites ce traitement-là, cette séparation, vous nettoyez, vous séparez, pour mettre le coton sous la forme qui est admise sur le marché. Donc, le coût de ce traitement, c'est 42 000. Je dis 42 000 en arrondissant. Donc, on fait ce traitement. Et dans la tonne, une tonne de coton qui donne des fibres et des graines, les premiers acheteurs viennent les acheter sur l'espace de l'usine, qui eux, ils vont vendre au port ils vont livrer au port à leurs clients. Alors, dans l'enceinte de l'usine, la fibre, c'est entre 1 200 000 et 1 350 000 la tonne. La graine, c'est entre 180 000, 190 000, 195 000 francs la tonne. Si on fait l'équation pour voir la masse de fibres et la masse de graines donnée par une tonne de coton et qui est vendue dans l'usine, ça tourne autour de 600 000 francs. Ça dit qu'une tonne de coton qui sort du champ, qui est mise sous la forme commerciale, eh bien, est vendue à 600 000. La tonne. La tonne. C'est-à-dire les dérivés. Si on... Vous avez parlé de 1 million par rapport aux fibres tout à l'heure. Oui, les fibres, j'ai dit, je fais l'équation, puisque quand on fait l'égrenage, vous avez 40% de fibres, 55% de graines, 5% de déchets. Donc, on fait l'équation, on voit une tonne de coton qui quitte le champ, après mise sous forme commerciale, est vendue à 600 000. Le coût de traitement est de 42 000. On peut arrondir à 50 000. Ça veut dire que la valeur du produit est de 550 000. On donne 300 000 au producteur. C'est la perte, là. Bon. On donne 300 000 au producteur. Et les 250 000 qui restent, la société qui a nettoyé, qui a mis le coton sous la forme vendable, dont on connaît le coût de service, en plus donc des 50 000 qu'on avait déjà mis de côté pour son service, il empoche encore 250 000 sur une tonne. Pendant ce temps, on donne 300 000 au producteur qui ne suffisent même pas pour aller payer sa dette intrant. Il s'en sort avec une dette. On lui dit, bon, tu as une dette, si tu ne rembourses pas, tu vas en prison. S'il a une terre, sa terre qui cultive, on vient, on met des bornes, on dit, bon, pour payer ta dette, tu n'as pas de choix que de céder ta terre, donc son capital. On lui retire le capital pour une dette qu'on lui a fabriquée de toutes pièces. Parce que là, je dis, la valeur du coton était suffisante pour lui permettre de payer sa dette sur les 550, qu'on lui donne 450 000 ou 500 000 la tonne. Il va payer sa dette et il va avoir une marge bénéficiaire. Donc, on le met en perte, on vient saisir son capital. S'il a des équipements de production, on lui saisit ces équipements pour compenser sa dette. S'il n'a rien pour payer la dette, on vient devant sa femme, ses enfants, on l'enchaîne, on le tire comme un délinquant, on va foutre en prison. Vous me dites que ce choix-là est bon? Je me pose la question. Ah mais justement, c'est ça la réalité. Et c'est ce mécanisme appliqué sur le coton qui est en train d'être élargi au soja et au cajou en ce moment.
Dès que le soja et le cajou vont être rangés, certainement les autres produits vont suivre. Voilà ce que vous appelez choix ou réforme du régime en place. Donc on est d'accord que... Donc complètement les paysans sont les lésés de tout ça. Les producteurs, je veux dire. S'il y a un mot pour qualifier leur situation, moi j'allais dire qu'ils sont mis en esclavage. Parce que vous produisez, vous ne pouvez pas jouir des fruits de votre travail. C'est quelqu'un d'autre qui peut-être ne peut même pas reconnaître un pied de cotonnier dans un champ qui tire les bénéfices. Et même des gens qui n'ont rien à voir dans ce système, qui ne sont ni commerciaux, ni producteurs, ils s'en sortent mieux que le producteur. Pour la campagne 2024-2025, j'ai essayé de faire les calculs pour voir ce que les courtiers gagnent. Les courtiers, c'est-à-dire que quand on finit de mettre le produit, le coton, sous forme commerciale, c'est-à-dire sous forme de fibres et de graines, il y a de ces courtiers-là qui vont chercher des acheteurs, qui les amènent à l'usine pour dire j'ai trouvé un Nigérian, un Libanais ou un Chinois qui veut 1000 ou bien 200 tonnes de fibres, qui les amènent. Et quand ils amènent à l'usine, ils ont 50 000 francs par tonne, si c'est comment on appelle, la fibre, et je crois 20 000, 25 000 francs par tonne si c'est la graine. Et quand j'ai fait les calculs sur la production de la campagne passée, ça leur fait plus de 7 milliards. C'est-à-dire pour mettre sur le marché la quantité totale de fibres et de graines qui sortent donc de l'égrenage de la production, eh bien les courtiers, ils vont se partager 7 milliards. Et en attendant, le producteur souffre. Le producteur est en prison. C'est pas qu'il souffre, il est en prison. Il abandonne femme, enfant, tout, il est en prison. Dans le meilleur des cas, il est libre, mais tout son capital a été saisi pour dette. Donc, il n'est plus en mesure de produire. Bon. Alors, docteur, sur la base de tout ce que vous venez de dire, quelle proposition alternative vous faites au niveau du Parti des démocrates? Et il faut repenser l'agriculture, c'est ça que je disais. Quoi faisant? Et aujourd'hui, ce système, qui de mon point de vue est un échec, il faut mettre une croix sur ça. Le système des interprofessions. C'est ça qui met le privé riche avec le producteur et qui lui donne les moyens de mettre en esclavage le producteur. C'est-à-dire le peuple. Puisque c'est 70% de la population qui est là-bas. Pour mettre en esclavage tout un peuple. Donc ce système est un échec. Il faut arrêter tout ça et repenser. L'accès à la terre aujourd'hui, c'est tout un problème. L'accès aux intrants. Le système de monopole dans la fourniture d'intrants et dans l'achat des produits, c'est ça le système d'esclavage même. Il faut ouvrir le marché des intrants et le marché des produits. Il faut permettre à tous ceux qui peuvent amener des intrants et pour les livrer aux producteurs, de le faire, ouvrir le marché des intrants. Ouvrir également le marché des produits pour permettre à tout le monde de pouvoir vendre son produit là il peut. Et aussi, il faut revenir à l'intégration régionale. Nous sommes des pays frères, j'allais dire. Il n'y a pas ce Béninois qui n'a pas de parents de l'autre côté de l'une de nos frontières. Aujourd'hui, quand les frontières sont fermées, quand on refuse que le produit traverse la frontière, que faisons-nous de l'intégration économique de notre région? Le Béninois ne peut pas aller vendre son produit au Nigeria, il ne peut pas aller au Togo ou ailleurs. Alors qu'on parle d'intégration économique, il y a même des institutions régionales consacrées à cela. Mais docteur, on met cela en mal. Entre le Togo et le Bénin, les frontières ne sont pas fermées et pourtant les Béninois ne peuvent pas y aller. Oui, c'est ça, je dis. Et vous voyez, tout ce qu'on appelle réforme, c'est des mécanismes pour permettre aux privés riches d'écraser le peuple. On dit pour exporter, il faut pouvoir le faire par bateau. Combien de commerçants ont la capacité de charger un bateau? S'ils se mettent ensemble. Pardon? S'ils se mettent Même ensemble. s'ils se mettent ensemble.
Ils vont trouver le capital où? Ça donne l'occasion à quelqu'un qui a le capital positionné ailleurs de venir donc s'accaparer de notre production, puisque de toutes les façons, c'est le seul qui est là. Vous ne pouvez pas vendre à quelqu'un d'autre. Donc s'il dit que c'est à 2 francs, il peut acheter. Si vous ne lui vendez pas ça à 2 francs, c'est que vous aurez vos produits sous la main. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec le cajou et le soja. Vous n'aviez pas de choix. Alors que, pendant que lui vous propose un prix de 375 francs le kilo, et qu'il faut amener jusqu'à 400, 500 km, à 5 km de chez toi, il y a un autre qui te propose 600 et 700. Mais tu ne peux pas, on te dit, tu n'as pas le droit d'aller vendre ça là. Et pour ça, on fait des tranchées sur les routes, on met des grosses pierres, on prend des arbres sur les routes. Et notre proposition au niveau du Parti des démocrates, c'est d'ouvrir les frontières, de renforcer l'intégration régionale et de permettre aux peuples voisins d'être en rapport sociaux, rapports économiques, etc., etc. Et rapports politiques. Parce qu'aujourd'hui, si on ne renforce pas l'intégration régionale, si on ne met pas une armée régionale, je me demande aujourd'hui comment on peut lutter efficacement contre le terrorisme qui est devenu un fléau régional. Tout à fait. Donc, il n'y a pas que l'économie qui exige, disons, l'intégration sous-régionale. Même la sécurité. Pour être plus efficace dans la lutte contre le terrorisme, je dis, il faut renforcer, comment on appelle, l'intégration régionale. Mutualiser nos forces pour lutter efficacement contre ce fléau, hein, contre lequel tous les pays se battent comme un diable. D'accord, docteur, on vous aura compris. Oui. Vous continuez dans vos propositions? Oui, dans ce que je disais, nous allons faire. Il faut ouvrir les frontières. Ouvrir les frontières, permettre au peuple de faire ce qu'on appelle le brassage culturel, économique, politique, etc., etc. Et il faut ramener la paix. Ramener la paix, c'est-à-dire sortir de cette culture de violence, tendre la main à tous les Béninois. Et c'est ça la proposition de notre parti. Tout le monde connaît notre président, on dit qu'il a été trop social. Oui, il fallait. Tous ceux qui... Vous parlez de qui? De quel président? Du président Yahi Boni. De notre président. Oui, notre président, c'est... Non, du président de votre parti. Je parle dans le cadre de mon parti politique. Puis je vous dis quelles sont les propositions du parti. D'accord. Le président de mon parti, il a été très social. Donc, il a tendu la main à tout le monde. Et aujourd'hui, le parti tend la main à tous les fils et à toutes les filles de ce pays. Ceux qui animent, la grande majorité de ceux qui animent actuellement la vie politique ont été ses collaborateurs. Ils le connaissent. Il est très social. Donc, il faut qu'on ramène la paix dans le pays. Et le parti tend sa main à tout le monde. Comme c'est le parti du peuple qui a pour ambition donc de sauver notre démocratie et de sauver le peuple, eh bien, tout le monde n'a qu'à venir. Nous allons nous entendre, nous allons nous asseoir, nous allons faire la paix pour aller au développement et à la coprospérité partagée. Donc, même au-delà donc de l'agriculture, les droits de l'homme aujourd'hui ne sont plus respectés. Il faut qu'on revienne. Si on fait la paix et qu'on respecte les droits de l'homme, dont les conventions font partie intégrante de notre constitution, qu'on respecte ces droits, qu'on ramène la jouissance des libertés sous toutes ses formes, liberté de presse, d'expression, etc., et que le peuple jouisse de toutes ces libertés. Eh bien, je crois que c'est à ce prix qu'on peut reprendre l'envol. Sinon, cet atterrissage qui a amorcé, si on ne fait pas cela, eh bien, l'atterrissage aura lieu, ce qui n'est pas bien pour le pays. Parce que si l'atterrissage a eu lieu,
eh bien, le reste du monde va mettre une croix sur le Bénin et puis, bon, voilà, ils vont Clément, continuer. je crois qu'on va changer de sujet après. Voilà. Oui,